Bonsoir à tous, ravi de vous voir ce soir. Dans ce chapitre dédié au Wealth Management pour le CFA en France, on a choisi ce soir de vous parler d'un univers un peu particulier, assez secret généralement, qui est celui des family office. Donc les family office, Fabienne va tout vous expliquer en introduction. Il y a deux grands types de family office, les single family office et les multi-family office, et tout un écosystème autour de ces deux grandes familles d'acteurs financiers. Et vous allez voir dans le panel par la suite, vous allez avoir des représentants des deux grands types, donc ces fameux single family office et ces multi-family office. Alors moi-même, je travaille dans le domaine des family office depuis quelques années. Je trouve que c'est passionnant. Pourquoi ? Parce que ce sont des acteurs très différents des institutionnels par leur approche, alors qu'ils ont pourtant une volumétrie souvent comparable. Et ça fait que c'est des acteurs assez agiles, assez innovants, et il y a également cette notion de transgénérationnel, puisque derrière, ce sont des familiaux, avec l'objectif numéro 1 qui est de faire perdurer leur patrimoine, de lui donner un sens, génération après génération. Donc on le verra, c'est vraiment un univers que personnellement je trouve très épanouissant, dans lequel travailler en finance. Donc je vais laisser la parole à Fabienne, qui va vous faire une petite introduction du sujet pour vous donner un petit peu les clés après de compréhension de nos discussions qui vont avoir lieu par la suite. Merci Géraldine et bonsoir à tous. Je suis ravie en effet de faire l'introduction ou la mise en bouche. Tu nous as déjà révélé que cet univers est en effet traditionnellement secret. Et je suis très heureuse de faire cette petite introduction qui révélera que finalement on a trouvé quand même beaucoup d'informations sur cet univers qui devient de plus en plus sophistiqué. Pour moi aussi, donc moi j'interviens en tant que partenaire chez EY et je suis spécialisée dans le wealth management. On travaille beaucoup avec des familles. Et l'idée de cette introduction est finalement de poser les bases de la compréhension du sujet sur ce pan du wealth management, de façon à ce qu'on puisse ensuite avoir l'échange au niveau du panel. Moi, ce qui me frappe, c'est que voilà, ça fait 25 ans que je travaille dans le monde du wealth management. Je pense que le pan de tout ce qui est family office est le secteur qui s'est le plus transformé au cours des 10 dernières années. Alors, je vous propose de démarrer avec une définition. J'ai pris celle de l'AFO, l'Association française des family office, qui nous suggère que le family office est une structure de personnes qui organise et produit toute une gamme de conseils et services avec deux objectifs. Et là, c'est très important. Le premier, c'est en harmonie avec l'intérêt économique des familles. Et le deuxième, dans une vision transgénérationnelle. Et donc, c'est important de garder à l'esprit que le family office est très attaché à la préservation de l'harmonie de la famille et s'inscrit dans cette vision long terme. Et on verra que c'est extrêmement important également dans les décisions d'investissement notamment. Souvent, le family officer est comparé à un chef d'orchestre. Et j'aime beaucoup cette image puisque finalement, il accompagne la famille bien au-delà des sujets d'investissement puisqu'en fait, il regarde dans quelle mesure gérer la globalité du patrimoine. Alors, je vous propose de revenir sur la segmentation des acteurs de l'industrie du wealth management par rapport à la taille des patrimoines. Géraldine le disait, les patrimoines souvent font que ces structures sont tout à fait équivalentes à des sociétés de gestion. Donc, on est bien dans le segment tout en haut qu'on qualifie de ultra high net worth. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici deux analyses sur, d'une part, la taille des family office qui varie énormément. Donc, sur le graphe en bas à droite, on voit que la palette est finalement extrêmement large, avec une moyenne à 250 millions sous gestion. On est en millions de dollars. L'écart type est tellement important que finalement, cette moyenne ne veut pas dire grand-chose. Mais donc, il y en a bien un tiers qui sont en dessous de 250 millions. Et il y en a qui vont jusqu'à 1 milliard, au-dessus de 5 milliards. Et on verra que les plus gros sont en centaines de milliards de dollars. L'autre analyse intéressante est finalement la partie générationnelle. Puisque effectivement ces structures sont très souvent issues de la génération d'entrepreneurs et là au niveau européen, ce qui est intéressant, c'est qu'on est majoritairement dans la première génération à plus de 60%.
Je mets cependant une petite remarque sur le fait qu'en Europe, la 4e génération est plus forte que la 3e génération. Et là, c'est bien une spécificité européenne par rapport aux États-Unis. Et on reconnaît bien ici les vieilles familles, le traditionnel old money versus new money. Alors, sur les activités finalement qui vont être opérées par les family officers, Géraldine nous disait que c'était un métier passionnant. On pense évidemment à l'investissement, qui est au cœur, avec toutes les décisions de stratégie d'allocation, mais ça va bien au-delà. Et je souhaitais mentionner finalement les 3 grandes familles d'activités qui sont la coordination et l'organisation de la famille. Et c'est là, en effet, qu'on aura toutes les enjeux de gouvernance avec cette vision transgénérationnelle, également la philanthropie, et on verra avec Bianca tout à l'heure combien la philanthropie peut être tout à fait au centre d'une vision unifiante pour la famille. On pense également imposition, optimisation fiscale, d'où le tax and legal, qui vont être absolument des enjeux structurants, notamment sur la transmission, sur la gestion de l'entreprise. Et puis, on arrive finalement à des services plus administratifs, là, avec des notions de reporting, de consolidation, de risk management, et j'en passe, avec des services complémentaires. Donc, on voit qu'il y a un scope finalement extrêmement complet des activités d'un family officer. Évidemment, ça va être très différent en fonction de chaque family office. Je voulais revenir sur la définition du single versus multi-family office. Le single family office va s'occuper d'une famille et on a mis quelques logos de family office français et notamment Tétis qui est représenté ici, qui est un family office absolument emblématique et on évoquera Tétis avec Clément lors de la table ronde. Certains d'entre eux, au fil des années, ont commencé à s'occuper de plusieurs familles. Donc, on a vu l'émergence de multi-family office, donc qui s'occupent de plusieurs familles. Vous avez ici également quelques logos, dont Expert en patrimoine, dont nous parlera Richard. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a bien la même approche de conseil, quelle que soit la structure. Le family office est là avec une démarche de conseil. Toutefois, il y a vraiment des différences structurantes. Je les ai mentionnées là, évidemment sur le focus client, sur la réflexion sur la compliance, l'IT. Évidemment, les MFO vont devoir se développer de façon beaucoup plus globale, avec souvent une recherche d'efficience, d'économie d'échelle, et également une mutualisation des expertises. Donc très intéressant de garder ces 2 typologies en tête et on explorera les différences un petit peu plus avant lors de l'échange de la table ronde. Alors cette slide-là, je me suis amusée à vous mettre les 10 plus gros family office au monde. Et 2 choses qui m'ont intéressée. La première, c'est que les chiffres sont tout à fait exacts. Donc, je vous laisse compter le nombre de zéros. Et j'aime beaucoup cette slide parce que ça permet vraiment de toucher du doigt, finalement, la puissance de déploiement dans les investissements de ces structures. On l'a dit, c'est des structures qui restent tout à fait modestes. Je vous rappelle, on parlait de 5 personnes, 10, il peut y en avoir 40. Mais quand on voit les patrimoines sous gestion, on touche du doigt cette agilité, ce caractère extrêmement unique dans le déploiement et dans la façon de fonctionner. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que finalement, sur le top 10, il y en a finalement 8 qui sont en Amérique du Nord, on va dire. Et je me suis amusée à mettre à côté finalement l'origine. Toutes ces familles ont évidemment été créées par l'expansion, par la très grande croissance d'une société derrière. Donc on reconnaît pour les Européens Zara, Chanel, qui apparaît ici North America parce que le family office est localisé aux Bermudes, et Ferrero, la 3e européenne. Donc voilà pour le classement du top 10 et je vous laisse reconnaître en tout cas toutes les grandes et belles histoires entrepreneuriales derrière ces family office. On y reviendra, mais cet ADN de famille entrepreneuriale est aussi fondamental à comprendre dans leurs décisions d'investissement et leur appétence, notamment pour certains secteurs ou par rapport à l'innovation. Alors si on passe à l'orientation client,
finalement, en France, on a vu, depuis quelques années, l'émergence de multi-family office. Et beaucoup d'acteurs ont trouvé ça finalement extrêmement étonnant. Et je voulais partager avec vous quelques-uns des drivers de cette émergence d'un nouveau segment. Donc, vous avez ici le partage d'une étude EY qu'on réalise tous les 2 ans sur les changements en termes de comportement et d'attente finalement des investisseurs finaux. C'est un zoom ici sur la France avec un cut sur le segment ultra high net worth et aussi avec une vision générationnelle. Donc on va regarder les millennials, les plus jeunes, versus les boomers. Les millennials en bleu, clairement, on voit qu'il y a une vision très différente de leurs aînés qui commence à émerger et qui va expliquer pourquoi ces investisseurs vont aller rechercher des multifamily office ou des FO d'une façon plus générale par opposition aux banques privées classiques. Et on voit en effet que ces jeunes entrepreneurs, souvent issus de la French Tech, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent du conseil, sur une gamme étendue de services et produits. Ils cherchent de la transparence sur les coûts. Ils cherchent un alignement entre les intérêts du provider et leurs intérêts. Et enfin, ils cherchent du conseil sur le ESG et tout ce qui est impact investing. Et ça s'oppose finalement, en termes de vision, à ce qu'on voit être la vision de leurs aînés boomers, qui était vraiment très traditionnellement, simplement sur la perf et la diversification. Et je pense que c'est vraiment ce changement générationnel qui a drivé l'émergence de ce nouveau segment en France. Ça sera intéressant de partager notamment avec Stéphane et Géraldine leur vision et expérience. Mais en tout cas, je trouvais assez pertinent d'avoir ce petit zoom sur les visions qui s'opposent. Alors, très rapidement, les trends et les enjeux clés pour les family office aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je voudrais peut-être me focaliser sur 3 trends qui, je trouve, sont particulièrement exceptionnels au sens caractéristique. La première, c'est la professionnalisation, le côté vraiment humain, la professionnalisation, je vais y arriver, des family office qu'on a connus depuis les 10 dernières années. Et je pense, comme je le disais, que c'est un secteur qui attire de plus en plus des talents exceptionnels qui viennent du private equity, qui viennent de l'investment banking et qui, aujourd'hui, font de ce segment un segment extrêmement sophistiqué dans l'accompagnement des familles. Le deuxième point, c'est l'appétence pour les private markets. Et là, je voulais illustrer ce point avec finalement la dernière étude de Goldman Sachs qui est sortie sur les family office il y a quelques jours et qui montre bien qu'on a un moment de shift, puisque pour la première fois au niveau mondial, en termes d'allocation des family office, pour la première fois, les private markets dépassent, donc le non-coté dépasse le coté. Le non-coté est à hauteur de 44% des investissements totaux, le coté 40%. Et donc là, j'inclus private debt, private equity et infra. Mais on est vraiment à un moment de bascule, puisque évidemment, les FO sont l'investisseur le plus exposé aux private markets. Et on y reviendra. Et le troisième sujet, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. C'est super intéressant parce que finalement, voilà, les familles ont eu elles-mêmes une histoire entrepreneuriale qui est la leur. Et ce qui les caractérise très souvent, c'est cette extrême curiosité, cette très grande ouverture à l'innovation. Et ce qu'on voit ressortir aujourd'hui, c'est qu'il y en a plus de 60% qui déjà sont en train de réfléchir à des cas d'usage quant à la Gen AI, donc l'intelligence artificielle générative, ou qui vont investir dans tout ce qui est IA. Et on pense évidemment aux 300 millions investis par Xavier Niel à travers son family office dans Mistral. Mais je pense aussi que ça, c'est vraiment, vraiment caractéristique. Je vais pas commenter cette slide-là, mais ce que je voulais juste vous dire que sur la professionnalisation et sur le rising talent qui aujourd'hui caractérise les family office, depuis l'année dernière, il y a en fait un benchmark, une étude de benchmark des rémunérations au sein des family office, qui est publiée en Angleterre par Agreus Partners. Et c'est bien, pour moi, le témoignage qu'aujourd'hui, il y a vraiment quasiment une guerre des talents, ou en tout cas que des talents
vont vers les family office et qu'on est dans une dynamique qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu auparavant. Alors, j'ai mis quelques stats pour vous. On voit la jeunesse de beaucoup de structures qui ont moins de 5 ans. On voit la diversité des activités. Je ne révèle pas le benchmark de rémunération, mais je vous laisse regarder l'étude qui est passionnante et qui vraiment révèle beaucoup de choses sur cet univers assez méconnu. Alors, revenons aux quelques caractéristiques des family office. On le disait, d'une part, cette orientation long terme, avec cette vision transgénérationnelle qui, je pense, vraiment va influencer toutes les décisions. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, elle est couplée à cette curiosité. On parlait déjà de cette grande ouverture, de cette grande appétence à l'innovation. Ce que je trouve intéressant également, c'est que outre ces deux aspects, il y a aussi vraiment ce sujet de aucune place au hasard. C'est-à-dire qu'il y a une profonde rigueur, une profonde méthodologie qui se développe et qui caractérise de plus en plus les grandes familles, avec évidemment une grande diversification. Alors comment est-ce que ça se caractérise ? J'ai choisi de vous présenter 2 points essentiels. Le premier, tout ce qui est private markets. On le disait, private equity, évidemment très proche de l'ADN des familles. Évidemment, une très grande proximité avec ces sujets-là. On a déjà évoqué le fait que, voilà, depuis cette année, la part de l'allocation dans tout ce qui est private equity, private real estate, infra et private debt est à 44%. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans les études mondiales, on voit que 42% des family office déclarent augmenter la part de leurs investissements dans le private equity, 30% pour tout ce qui est private debt et 27% pour tout ce qui est infra. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un très grand intérêt pour cette classe d'actifs. L'autre point que je souhaitais mettre en avant, c'est finalement les aspects transgénérationnels et la façon dont ça peut se caractériser en termes de projets de philanthropie. Et d'impact investing. Alors finalement, la question, c'était dans quoi les familles veulent-elles investir à travers leur fondation ? Quels sont les sujets finalement qui sont les plus prépondérants quand on pense à la legacy quelque part ou à l'empreinte que souhaite laisser une famille dans le long terme ? Le sujet de l'éducation est celui de très loin qui est le premier sujet. Donc ça, c'est le premier point que je voulais mettre en avant. Et le deuxième point, c'est évidemment les très grandes disparités dans les préférences intergénérationnelles. On voit notamment sur l'environnement, qui est le deuxième sujet de prédilection, un intérêt 3 fois plus grand par les jeunes générations que les toutes premières générations. Et donc, tout cet univers de philanthropie et de projet de la famille va être également extrêmement important à regarder avec finalement les attentes des next-gen qui viennent un petit peu bousculer ça et qui viennent totalement rebattre les cartes sur ces sujets. Alors, peut-être avant de finir, quel rôle pour les banques aujourd'hui face à ce secteur ? Puisque voilà, on le dit, il y a dans cet écosystème quand même complexe l'émergence des family office. Comment est-ce qu'ils interagissent aujourd'hui avec les banques privées et les acteurs plus traditionnels ? Alors finalement, ça fait une couche d'intermédiation supplémentaire. C'est ce qu'on a essayé d'illustrer sur le graphe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a évidemment de la collaboration. Il y a aussi de la mise en compétition quelque part, puisque les family office très souvent vont faire des appels d'offres auprès des banques privées. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il n'y a pas une banque privée actuellement sur la place de Paris qui n'est pas en train de repenser son offre produit, son offre service pour essayer de mieux travailler avec les family office. Et donc, moi, on a essayé d'échanger avec quelques structures au UK, en Suisse et au Luxembourg avec lesquelles on travaille pour leur demander finalement quels sont les services qu'ils consomment aujourd'hui des banques, parce qu'encore une fois, je pense que ce ne sont que des exemples. On verra que chaque family office a une approche très différente, mais voilà ce qu'ils nous ont mentionné. Recherche, évidemment, ils consomment énormément de recherche produite par les banques privées. Tous les fonds de PI, quand ils décident de ne pas investir en direct, mais qu'ils investissent uniquement à travers des fonds.
Évidemment, tout ce qui peut être syndication, on nous a parlé aussi d'asset financing pour les bateaux, les avions. Et le dernier point que je trouve particulièrement intéressant, c'est finalement quel rôle les banques peuvent avoir pour connecter les familles au niveau international. Et donc ça, c'était un verbatim d'un family office au UK qui nous disait que finalement, l'écosystème est de plus en plus connecté. Les familles ont des experts extrêmement pointus, mais ce qui est très important, c'est de rencontrer d'autres familles, de faire partie de cet écosystème extrêmement intéressant et international. Et là, il y a un rôle pour les banques à jouer, notamment quand les principals ou quand les familles déménagent d'un endroit à l'autre. Mais encore une fois, un sujet qu'on éclairera lors du panel. Alors, je souhaite peut-être finir l'introduction avec 2 citations que je trouve particulièrement intéressantes. La première, la clé du succès est la discipline émotionnelle. Si c'était l'intelligence, il y aurait bien plus de gagnants. Et personnellement, j'adore cette citation parce que ça montre bien tout le côté émotionnel. On a parlé de la nature profondément humaine. On parle d'une famille qui essaye de perdurer et d'avoir un héritage à travers les générations. Donc j'aime beaucoup cette citation qui met en avant ce côté fortement émotionnel. Et en même temps, cette citation, les stratégies d'investissement des FO sont des stratégies très rationnelles, tout en étant très personnelles. Et là, évidemment, elles sont très rationnelles, mais elles sont très personnelles parce qu'elles sont avant tout le reflet de l'histoire de la famille, très souvent de leur ADN entrepreneurial, de leur passé, de leur background. Et en cela, elles sont personnelles, mais elles sont aussi éminemment rationnelles. Et j'aimais beaucoup cette confrontation ou cette complémentarité entre l'émotionnel et le rationnel. Et je pense que pour moi, le rôle avant tout du family officer, ça va être vraiment de trouver un chemin pour réconcilier ou lier les deux, ce côté à la fois émotionnel et ce côté rationnel des family office. Voilà, merci beaucoup. Je vous propose d'approfondir l'introduction avec l'échange de notre panel. Merci. Alors, Fabienne a évoqué en introduction la singularité des single family office, qui ont une approche très différente des institutionnels, notamment dans leur allocation de capital. Et ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit d'une stratégie. Et donc, ma première question est pour Clément. Clément, donc, tu travailles pour Tethys, qui, comme Fabienne l'a dit, est un single family office emblématique en France. Est-ce que tu peux nous expliquer ta fonction au sein de Tethys et quelle est la singularité de cette structure ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Clément Cholot, donc je m'occupe de l'asset management chez Tethys. Donc Tethys, en quelques mots, donc c'est la holding financière de la famille Bettencourt-Meyers, donc famille qui a fondé L'Oréal et qui en est toujours le premier actionnaire. Et donc l'objet de Tethys, en fait, c'est de récupérer le dividende que la famille perçoit de sa participation à L'Oréal et d'ensuite de venir le placer sur tout un tas de grandes classes d'actifs, parmi lesquels donc mon pôle, l'asset management, où on retrouve en gros des actions, du crédit, des hedge funds, mais on va retrouver aussi du private equity et de l'immobilier. Je dirais que nous, notre grande singularité, c'est qu'à la fois on a la puissance de frappe et le niveau de sophistication d'un institutionnel, mais sans en avoir la plupart des contraintes. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que nous, on n'a pas forcément de contraintes de liquidité, on n'a pas de contraintes de benchmark, on n'a pas de contraintes de risque, on n'a pas de contraintes de véhicules dans lesquels on peut investir, on n'a pas de contraintes vraiment vis-à-vis de l'ESG, on en reparlera tout à l'heure. La seule contrainte qu'on a, en fait, j'ai envie de dire même la seule exigence, c'est de la perf, en fait, c'est faire de la performance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est faire de la performance, mais qui soit la plus robuste et consistante possible. Et c'est vrai qu'il y a un vrai objectif de gérer une performance qui soit le plus, all-weather possible, et si possible, être positif tous les ans. En ça, en fait, je dirais qu'on a un modèle, nous, qui se rapproche pas mal de ce que font les grands endowments aux États-Unis, donc ces grands fonds de dotation des universités américaines, avec un fort tropisme pour l'alternatif, qui soit liquide ou illiquide, et beaucoup de risques actions, là aussi, qui soient liquides ou illiquides. Donc voilà, en quelques mots, c'est ce que je fais, ce qu'on fait chez Tethys. Et vous êtes d'ailleurs combien chez Tethys ? Alors, on est une petite trentaine, globalement. Après, côté pur investissement, je dirais qu'on est une grosse quinzaine, quoi. Voilà.
Alors Fabienne a aussi évoqué la montée en puissance des multifamily office. Et donc toi, Richard, tu as fondé Expert en patrimoine, qui est un multifamily office très réputé en France. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi des familles font appel à un multifamily office et quelles sont les motivations en fait de ces familles? Bonsoir à tous, merci. Ça a été tellement bien expliqué que je vais avoir l'impression de faire parfois des redites sur la présentation de Fabienne. J'ai aussi appris des choses sur mon secteur, donc bravo pour la recherche, c'était assez impressionnant. Les familles font appel à des multifamily office principalement dans 3 cas de figure, à mon sens. En tout cas, si on peut retenir 3 mots, c'est temps, perte, qui ne va pas forcément avec temps, hein, c'est bien 3 facteurs, et déception. Parce que rien n'oblige une famille à faire appel à un multifamily office. Rien ne l'oblige. Donc il faut qu'elle soit mue par une volonté de faire différemment ce qu'elle faisait préalablement sans multifamily office. Le premier élément, je disais, c'est le temps, c'est la valeur que la personne donne à son temps personnel, c'est-à-dire le choix de faire ou de déléguer. La majeure partie de nos interlocuteurs sont des sachants. Ils pourraient tout à fait faire une grande partie de ce qu'ils nous délèguent de faire. Donc c'est vraiment un arbitrage temps personnel, temps professionnel, contre la valeur de cette délégation que je vais donner à un tiers. Bien évidemment, je ne délègue que si j'ai de la confiance, mais en tous les cas, c'est vraiment un arbitrage de temps. Deuxième élément, un certain nombre d'entrepreneurs, je pense notamment à la première génération qu'évoquait tout à l'heure Fabienne, font face à une nouvelle situation pour eux au moment d'un cash-out, qui est le passage d'une situation qui est contrôlée en tant que chef d'entreprise, en tous les cas une perception de contrôle de l'activité opérationnelle, vers une perception de nouveaux challenges qu'ils ne maîtrisent pas. J'ai des nouveaux interlocuteurs. Ce ne sont plus mes fournisseurs, mes clients, ce sont mes banquiers, c'est mon gestionnaire d'actifs. Je ne connais pas leur code. Et donc, il y a j'ai accepté, je me suis dessaisi de mon contrôle et je peux souhaiter de l'aide à ce moment-là. Donc ça, c'est le deuxième motif. Et le troisième, malheureusement, qui existe aussi, qui peut être soit touché la première, la deuxième ou la troisième génération, c'est la déception qui est liée aux expériences précédentes. J'ai fait le choix de faire seul. Mon père a fait comme ça, ma mère a fait comme ça, mes frères et sœurs ont fait comme ça, et finalement j'ai été confronté à un conflit d'intérêts, j'ai été confronté à une problématique de performance, et je souhaite faire différemment. Je disais temps, perte et déception, voilà les 3 critères principaux qui font qu'on rencontre des personnes qui souhaitent s'équiper d'un multifamily office. Et justement, j'aimerais approfondir l'articulation avec des acteurs traditionnels du wealth management, parce que là, on est sur le chapitre wealth management du CFA, et ces nouveaux acteurs, c'est family office. Et donc là, je vais m'adresser à toi, Stéphane. Toi, tu diriges justement les activités françaises d'une grande banque privée suisse, donc Safra Sarrazin. Est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue sur l'émergence de ces acteurs, donc les family office? Comment, en tant que banquier, tu interagis avec eux? Est-ce que tu vois d'ailleurs des différences entre un single family office comme Tétis ou un multifamily office comme Expert en patrimoine? Bien, bonsoir à tous. Donc, je vais être prudent. Vous avez vu que je suis le seul banquier dans cette table ronde. Alors, parce que d'abord, on est le principal sponsor du CFA Wealth Management et parce que je suis entouré de multifamily office et de single family office. Mais je vais essayer de répondre assez clairement à ta question. Je me permets de challenger un peu les multifamily office, mais positivement, parce que je vois ça d'abord d'un très très bon œil. Mais comme l'a expliqué très bien Fabienne, il y a plusieurs styles de multifamily office. Hein, on n'a pas les codes exacts entre la différenciation sur ça ne va pas plaire à tout le monde, les CGPI, les MFO ou autres. On le voit par rapport aux tailles des clients. Mais dans les MFO, et après je répondrai comment on fonctionne avec eux, vous avez... Qu'est-ce qui est la richesse des MFO? C'est l'indépendance. C'est ça que moi je vois très positivement. Bon, il y a certains MFO, on n'est pas certain qu'il y ait une totale indépendance, je les mets de côté. Après, il y a des MFO qui ne sont pas forcément dans l'état d'esprit win-win avec les banques, c'est de dire, bon, de toute façon, ils ne font pas quelque chose de très clair, c'est pas très sain, donc je viens chercher juste un custody, parce que ce ne sont pas des banques. Et puis après, je fais les investissements avec mon client. Dans ce cas-là, on est une banque dépositaire. C'est une première façon d'interagir avec les MFO. On ouvre un compte et puis après, ils font leur activité. Et j'en arrive à la troisième catégorie qui est la plus riche, que je trouve vraiment remarquable dans le développement qu'il y a eu ces dernières années. C'est les MFO qui, dans l'intérêt du client, viennent chercher des expertises par rapport au cahier des charges qu'a fixé le client dans les banques que nous sommes.
Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, tout ce qu'a dit Richard est juste. On ne va pas se voiler la face. Il y a quand même une perte de confiance des clients vis-à-vis des banques ces dernières années. On ne va pas refaire toutes les crises, mais il y a quand même de ça. Il y a une matière qui est frais. Entre un dirigeant d'entreprise qui cède et puis qui se retrouve avec, alors avant c'était un chèque ou un virement, il ne comprend rien, il est effrayé. Donc quand vous cumulez la perte de confiance, le fait qu'il tombe dans un environnement qu'il ne maîtrise pas, et puis effectivement quelquefois des sujets transgénérationnels, et effectivement ce métier s'est développé. Alors moi je ne l'ai pas forcément vu arriver, je n'ai pas été très bon sur le coup, je ne pensais pas que la clientèle française allait accepter de pouvoir payer ce qu'on appelle les honoraires. Le client sur la gestion de patrimoine, pour payer les frais, c'est quand même pas évident. Et ça s'est fortement développé. Et sur ce métier-là, on a toute notre valeur ajoutée. Alors chaque banque est différente. Une banque comme la nôtre, où il y a le family office qui est intégré, donc c'est assez naturel de comprendre tous ces discours-là et ces attentes. Après, chaque banque a sa caractéristique. Mais on vient donc essayer d'apporter notre valeur ajoutée par rapport à ces appels d'offres qui sont menés par ces multi-family office. Ça nous a beaucoup challengé. Ça nous a beaucoup challengé parce que si, je ne vais pas faire le vieux con, mais avant, un client, finalement, vous lui disiez, ça a fait moins 20, donc si ça fait moins 10, vous êtes dans la bonne moyenne, cher ami. Bon, là, nos amis multi-family office nous rappellent à l'ordre et font jouer une concurrence saine que je trouve très intéressante. Donc ça nous a concurrencé pour sophistiquer notre offre. On en reparlera après. La digitalisation, qui est un axe majeur aussi des MFO, de pouvoir interagir avec eux pour remonter les datas, parce qu'ils sont extrêmement experts dans ce sujet de digitalisation, que ne sont pas les banques. Et donc ça nous a challengé positivement. Et après, les single family office, pour conclure avec ça, c'est un petit peu différent parce que c'est des institutionnels, comme le disait Clément. Donc on apporte encore des réponses différentes parce que, bon, vu les montants, vu tout ce qui a été dit par Clément, ça exige au niveau des banques, je dirais, l'étage supérieur encore d'une certaine approche plus institutionnelle. Et là, on va aller toucher d'autres offres un peu différentes des MFO. Mais je vois ça très positivement, en tout cas. Donc justement, Richard, toi, comment, au niveau de ton multifamily office, tu interagis avec les banques privées? Merci. Alors la première chose, c'est que je voudrais revenir un instant sur la manière dont on se conçoit comme family officer et l'univers des relations qu'il y a autour de soi, parmi lesquelles la banque privée. Et c'est peut-être dans cet axe-là qu'il faut le comprendre, à mon sens, en tous les cas. Tout à l'heure, Fabienne a dit chef d'orchestre. Moi, je trouve ça très, très présomptueux en tant que multifamily officer de dire qu'on est chef d'orchestre de la famille. Le chef d'orchestre, c'est celui qui a le patrimoine. Moi, je suis le souffleur au théâtre. Je ne suis pas le chef d'orchestre dans le concert. Et c'est ma place. Ma place, c'est d'être le souffleur, c'est pas d'être le chef d'orchestre. Et parfois, on perd la notion de ce que devrait être sa place. Ça peut m'arriver à moi aussi, mais j'essaie de ne pas la perdre. Donc, je suis le souffleur. Et je souffle sur des sujets qui peuvent être financiers, mais aussi civils, quand je souffle à l'oreille du détenteur de patrimoine à côté de son notaire ou à côté de son avocat fiscaliste. Et donc, le banquier privé, malheureusement, dans cet écosystème, pour moi, ce n'est qu'un des éléments de cet écosystème. Je ne suis pas plus central que lui, mais lui, il n'est peut-être plus aussi central qu'avant. Ça, c'est un premier élément. Donc, nous resituer dans cet écosystème dont je ne considère pas constituer le centre, mais à nouveau, mais le souffleur. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a une pression tarifaire qui est... on vient d'être évoqué, qui est évidente. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'acteurs se sont simplement goinfrés, très clairement, sur les commissions, sur les frais, parce que les familles avaient bon dos, parce que les familles n'avaient pas la connaissance, parce que si papa et maman étaient dans telle banque, c'est probablement que c'était pour une bonne raison qu'il fallait y rester. Et enfin, quand on ouvre les cahiers, quand on regarde les structures de coûts, parfois on tombe par terre. On est tous des financiers dans la salle. J'ai eu des coûts d'intermédiation sur des ordres de bourse à 1,6%. J'ai bien dit 1,6%. Pas bips. Donc oui, effectivement, on a amené, les multifamily office ont tous amené une pression tarifaire, et ce d'autant plus qu'ils sont arrivés avec un background de technicien. C'est-à-dire que selon son origine, eh bien, soit on vient du M&A et on sait comment ça se pratique dans le M&A, soit on vient de la finance de marché. Moi, j'ai fait du sell-side pendant 15 ans avant, donc j'ai un petit peu des idées de ce que présentaient des commissions de bourse à peu près normales. Et donc parfois, oui, on a aidé les clients, on fait plus que souffler, on leur criait à l'oreille, c'est un scandale. Donc effectivement, il y a eu un petit peu de pression. Mais mettons de côté ces quelques banques, parce que je pense effectivement que ce n'était pas toutes les banques, mais un certain nombre d'acteurs qui avaient ce comportement. Finalement, on s'est retrouvé avec deux typologies d'acteurs face à nous, à mon avis. Celles qui ont pensé que
ce ne serait qu'un feu de paille et qu'il fallait résister à ce mouvement des family office et que finalement, c'était marginal dans le marché et on n'avait pas besoin de changer finalement l'approche client. Et puis d'autres qui ont peut-être plus anticipé ce mouvement et qui sont entrés dans un mode davantage collaboratif et voient plus le family officer comme un interlocuteur additionnel. Et parfois, ce n'est pas toujours une mauvaise nouvelle pour eux, c'est-à-dire un interlocuteur sachant. Moi, il m'arrive de dire à des clients, c'est pas toujours très confortable, mais de dire non, mais je vous assure, vous avez fait une bonne performance, vous avez un mandat action, c'était une année catastrophique, vous avez fait -5, vous avez de la chance. Enfin, c'est pas de la chance, c'est un bon interlocuteur. Vous auriez dû faire -15. Alors, je préfère annoncer +15 et +5 en relatif aux clients, mais on n'a pas que des années faciles. Et donc, c'est aussi ça l'expertise, c'est aussi de savoir recadrer. Et c'est dans ce cadre-là qu'on construit des relations pérennes avec les banques aussi. À Clément maintenant, donc toi au niveau de Tethys, donc plutôt en tant que single family office, comment tu interagis avec les banques? Ouais, donc moi je dirais qu'avec les banques, on a finalement assez peu d'interactions, pour être franc aujourd'hui, en tout cas avec les banques privées. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, on a internalisé beaucoup de compétences en interne, que ça soit sur de la location, sur la sélection de fonds, même sur des investissements directs sur certaines classes d'actifs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, la banque privée, je la vois plutôt comme un point d'accès à certaines expertises de la banque qui, pour moi, restent intéressantes. Je pense à 2 sujets en particulier. Du côté du spectre, on va dire, le moins sophistiqué possible, il y a tout ce qui est solution de placement de trésorerie. Donc là, effectivement, avec la remontée des taux, il y avait des opportunités de faire des poids à terme, des contrats à terme avec certaines banques, avec des rendements qui étaient très intéressants. Donc ça, on ne l'avait pas fait depuis pas mal d'années. On s'est mis à le refaire. Et de l'autre côté du spectre, sur les choses beaucoup plus sophistiquées, moi, je travaille beaucoup avec les banques sur tout ce qui est stratégie QIS. Alors, pour ceux qui ne voient pas forcément ce que c'est, QIS, c'est pour Quantitative Investment Strategies. En gros, c'est tout un tas de stratégies qui sont systématiques, qui sont designées par les banques d'investissement et qui aujourd'hui permettent en fait d'avoir accès à certaines stratégies hedge fund qui historiquement paraissaient obscures, mais là maintenant dans un format beaucoup plus liquide, transparent et à plus faible coût, ce qui permet d'être encore plus en direct, nous, dans notre book de hedge fund. Et donc, voilà, ça c'est un sujet qu'on est en train de pas mal développer. Donc voilà, aujourd'hui c'est sur vraiment 2 petits sujets comme ça très spécifiques, mais je dirais que le gros du travail maintenant on le fait en fait en interne. Merci Clément. Alors on a vu que les familles, elles sont à la recherche de partenaires qui sont capables de leur offrir une approche vraiment holistique finalement, on ne parle pas uniquement d'investissement. Et justement Richard, pourrais-tu nous expliquer quelles sont pour toi les compétences clés d'un multifamily office ? Il y a 3 piliers, à mon sens, dans la compréhension que doit amener un family officer à son client. Il y a un pilier, et je vais les donner dans l'ordre d'importance et temporel. À mon sens, le premier pilier, c'est un pilier civil, au sens de droit civil. Le second, c'est un pilier fiscal. Et le troisième, c'est un pilier financier. Alors, parlant à des financiers, étant moi-même un ancien financier, c'est difficile de vous affirmer que ce n'est que le 3e pilier, mais c'est néanmoins ce que je pense. Alors pourquoi ? Le droit civil change très peu dans le temps. L'organisation familiale, alors certes, j'ai des clients qui divorcent, j'ai des clients qui se marient, j'ai des clients qui ont des enfants, mais néanmoins, on ne change pas de stratégie ou d'allocation familiale toutes les semaines ou tous les mois. Donc c'est vraiment un pilier qui est stable. Et les clients, dans leur organisation patrimoniale, doivent prendre en compte ces aspects civils pour la transmission, par exemple. Donc il y a un besoin de compréhension au sein du multifamily office. Ça ne veut pas dire que c'est forcément chaque family officer qui doit avoir cette compétence, puisque quand on est dans un multifamily office qui est plus grand, on peut avoir des spécialités, ou dans un MFO aussi. Mais en tous les cas, il doit y avoir cette ressource quelque part dans le multifamily office. Sinon, il y a tout un pan, qui à mon sens est le plus stable, qui est totalement abandonné. Et comme ce serait abandonné principalement à des notaires qui n'ont pas forcément tous, je dirais, la réputation d'être très proactifs face à leurs clients, ça veut dire qu'on laisse un champ un petit peu en jachère pour un certain nombre de nos clients, ce qui n'est pas possible. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, même remarque sur la partie fiscale, puisque effectivement, la fiscalité doit être prise en compte dans l'organisation de la détention du patrimoine. Je ne parle pas de contournement, je parle juste de choix dans le respect des règles. Et là, à nouveau, avec des règles qui, quand même, peuvent changer dans le temps, mais qui ne changent pas tout le temps sur tous les sujets.
tous les 6 mois. La fiscalité du PEA est relativement stable. Le loueur meublé touristique, vous avez compris que ce n'était pas le cas, mais il y a un certain nombre de fiscalités qui sont stables. Donc on peut aussi inscrire un certain nombre d'investissements ou de décisions dans ce cadre fiscal, et il faut à nouveau que le family officer ou le multifamily office ait des compétences pour pouvoir accompagner son client sur ce choix-là. Je vais acheter une résidence secondaire, je pense faire un petit peu de location l'été, comment est-ce que je structure l'acquisition? Voilà, typiquement comme les chiffres sont gros, les enjeux sont significatifs, mais voilà, typiquement une question de client. Et le troisième élément, des compétences financières, bien évidemment. Et vous vous en doutez, il y a une partie des actifs qui sont financiers. Tous ne sont pas d'ailleurs des actifs disponibles dans les grands sujets d'un family office. Quand on me dit, mais Richard, il y a combien en asset under management dans ton multifamily office? Je réponds, mais est-ce que je prends en compte la valeur des titres cotés de la société de mon client ou pas? Bien sûr, alors quand je communique dans la presse, oui, mais face à vous, je n'oserais pas. Donc voilà, donc et donc cette compétence sur les actifs financiers, alors oui, une montée en puissance très très forte dans PE, c'est très très clair, les actifs illiquides ou type PE sont beaucoup plus présents que dans des patrimoines plus faibles, donc c'est une question qui est très très importante. Et puis ensuite, il faut avoir des compétences sur l'ensemble des typologies de classes d'actifs. Alors, on a vu que l'ambition des familles, et leur principal défi, c'est de perdurer dans le temps, génération après génération. Et ce qu'on appelle communément les next-gen, donc ces nouvelles générations, elles viennent challenger leurs aînés. Alors toi, Bianca, tu es la cofondatrice du club Next-Gen, qui est un club qui est hébergé par l'AFO, donc qui est l'Association française des family office, qui regroupe au sein d'un même écosystème des single family office et des multi-family office. Alors, Bianca, est-ce que tu pourrais nous présenter le club Next-Gen, quel est son objectif et comment toi, tu vois l'implication de la Next-Gen au sein des family office? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, le club Next-Gen donc, a pour vocation d'accompagner les nouvelles générations dont les familles ont un family office. La tranche d'âge, c'est la vingtaine et la trentaine. L'objectif, c'est de répondre aux défis et aux besoins auxquels sont confrontées notre nouvelle génération. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des conférences trimestrielles sur des sujets liés à la gestion de patrimoine et au pilotage de family office. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de créer un safe place, donc un endroit vraiment propice aux échanges, où les membres du club peuvent s'exprimer librement, poser des questions sans avoir peur de dire « je ne sais pas » et partager leur expérience. À chaque fois, donc, ces conférences sont suivies de dîners afin que les membres puissent se connaître entre eux et aussi donc, créer du lien. En ce qui concerne du coup la place, l'évolution des family office avec l'arrivée de la Next-Gen, bien souvent, ce qu'on remarque, c'est que donc, souvent les family office de première génération ont donc des structures très centralisées où bien souvent c'est une personne qui prend les décisions et donc qui concentre le pouvoir. Et avec l'arrivée de la deuxième, troisième génération, souvent la structure évolue tend vers une structure un peu plus institutionnalisée qui va se caractériser par 3 choses. La première, c'est une gouvernance claire à tous les niveaux où chaque membre de la famille a un rôle clair et bien défini. La deuxième, souvent, c'est la transparence. Ça peut être, par exemple, via un reporting financier indépendant. Et pour finir, une meilleure communication entre les membres actionnaires familiaux. Finalement, l'avantage que j'y vois d'impliquer la Next-Gen au sein du Family Office, j'y vois 2 avantages. Le premier, c'est que ça permet d'avoir une meilleure transmission de savoir entre différentes générations et donc d'assurer la pérennité du patrimoine. La deuxième, c'est que bien souvent, les Next-Gen ont une compréhension un peu plus fine de l'environnement qui les entoure. Je pense notamment à l'émergence des nouvelles technologies. Et donc, avoir le regard frais de la Next-Gen quant à ces sujets-là, ça permet au Family Office de rester innovant et de s'adapter. Justement, on dit souvent que ces nouvelles générations, ces next-gen, elles sont à la recherche de sens dans leurs investissements. Alors, je sais que ça peut paraître hyper galvaudé, mais je vous le dis, moi, au quotidien, c'est ce que je vois. C'est vrai qu'on est très challengé par les nouvelles générations sur tout ce qui est extra-financier, sur de l'impact. Et justement, toi, Bianca, comment tu pourrais illustrer cela? L'investissement durable, les next-gen, comment tu vois les choses? Alors, il y a différentes manières de placer le curseur pour donner du sens à son investissement.
Il y a tout d'abord donc l'investissement agnostique, donc sans vraiment différence. Ensuite, donc, il y a l'investissement auquel on va exclure certains secteurs, comme par exemple le tabac ou l'armement. Si on va un peu plus loin, donc, il y a l'investissement auquel on va intégrer les critères ESG. Et pour finir, donc, le placement impact. Finalement, il revient à chaque famille de choisir en fonction de ses valeurs et de ses objectifs là où elle place le curseur. Mais une chose est sûre, c'est que la Next Gen recherche du sens dans son investissement. Et il y a une étude du Crédit Suisse très parlante où 2 chiffres ressortent. Donc, c'est une étude qui a été menée sur des next-gen. Et donc, le premier chiffre, c'est que 62% donc, des next-gen investissent dans des placements à impact. Le deuxième chiffre, c'est que 97% donc, des sondés se disent concernés se disent concernés de l'investissement que font leurs familles. Je pense qu'il est important de mettre en place, si on veut donc vraiment donner du sens à son investissement, c'est de pouvoir mesurer donc l'impact qu'on a et donc de mettre en place des vrais KPI pour justement pouvoir ajuster ce curseur et prendre les bonnes décisions. Alors, au-delà de l'investissement durable, il y a la philanthropie. Donc, c'est un sujet qui est très important pour les family office. Et d'ailleurs, on peut le voir notamment en France, les grands philanthropes, derrière, il y a toujours des grandes familles. Et justement, Bianca, c'est quoi ta vision de la philanthropie familiale ? Bien souvent, on le sait tous, l'argent est souvent un sujet de discorde, même au sein des familles, et d'autant plus lors des moments de transmission de patrimoine. En revanche, la philanthropie, c'est un moyen qui va vraiment permettre de fédérer les différents membres de la famille autour de causes communes. Et c'est aussi un moyen d'impliquer finalement la next gen qui est peut-être un peu moins intéressée par la partie investissement de la famille, mais qui aimerait quand même apporter sa pierre à l'édifice et donc peut s'investir via la fondation familiale. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et pour finir, c'est pour ça aussi que donc, notre club va faire une conférence sur ce sujet-là en septembre pour vraiment mettre l'accent dessus parce que c'est des enjeux qui sont qui sont vraiment importants. D'ailleurs, toi, Stéphane, ça t'inspire quoi, les sujets next-gen, investissement durable, philanthropie qu'est-ce qui se passe dans les banques privées C'est bizarre, votre truc, c'est quoi Non, ce que je voulais dire sur les next-gen, donc c'est forcément des sujets du quotidien pour nous aussi. Le next-gen, alors, par rapport à ce que disait notamment... j'ai perdu ton prénom, Richard. Je pensais à ma pensée, excuse-moi. Ce que disait Richard, c'est que on fait le même métier. Alors, il y a des appels d'offres. Vous faites des appels d'offres sur la partie financière, mais sur nos clients en direct, on a aussi toute cette analyse civile, cette analyse fiscale avec des équipes intégrées, pour arriver après à des investissements. Parce qu'il n'y a pas de sens d'arriver directement à un investissement, parce que tu as tout à fait raison, Richard, si on ne fait pas cette analyse en amont, finalement, ça peut tomber à plat. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que du coup, la partie next-gen est complètement intégrée dans tout ce processus, à 2 niveaux. Premièrement, la prise en compte dans la structuration patrimoniale avant tout investissement, et aussi pour sensibiliser ces next-gen, parce que les familles sont très sensibles, finalement, qu'on vienne expliquer à la nouvelle génération comment ça fonctionne très tôt au niveau de la génération future. Après, il y a un aspect commercial aussi, il ne faut pas le dire, c'est pas joli, mais c'est bien de connaître aussi la génération future pour déjà arriver à lui donner cette confiance et que par la suite, il puisse continuer à faire confiance à l'établissement bancaire. C'est totalement politiquement incorrect ce que je vous dis, mais ça en fait partie aussi. Donc NextGen, c'est du quotidien, c'est extrêmement important pour ces raisons-là. La philanthropie, c'était très intéressant tes slides d'ailleurs, Fabienne, parce qu'on voit bien qu'il y a une différence générationnelle sur la philanthropie et l'impact entre le chef d'entreprise qui va avoir 65 ans, qui va vendre, qui va dire « mais alors qu'est-ce que je m'en fous de l'impact ?» avec cette génération 25, 30, 35, 40, où donner du sens à son investissement est juste central. C'est juste central. Donc ça veut dire que, bon, nous on est une famille, on a une famille comme actionnaire, donc ça veut dire que tout ça fait partie de l'ADN. Donc la famille Safra est l'un des plus grands philanthropes mondiaux, donc c'est vrai qu'on a ça dans l'ADN, mais c'est vrai que cette philanthropie dans la nouvelle génération, on est beaucoup questionné là-dessus. Donc on doit être présent. Et puis l'impact, là aussi,
ça peut être un peu galvaudé. Alors je dis juste un mot là-dessus parce que c'est très tarte à la crème, comme j'aime à dire. Il ne faut pas vendre du rêve non plus, parce que quand j'entends certains qui disent alors toutes les classes d'actifs, on peut faire de l'impact, non, il faut arrêter. On sait très bien que toutes les classes d'actifs ne sont pas, hélas encore, à impact. Mais effectivement, c'est extrêmement important dans la nouvelle génération de pouvoir répondre à ça. Une banque comme nous, encore une fois, a été très avant-gardiste sur le sujet avec les premiers mandats à impact dans les années 89-90. Mais ça fait partie du quotidien. Et quand on parlait de l'offre, on a vécu cette transformation et cette adaptation que sont bien sûr la next-gen, la philanthropie et l'impact. Et Clément, justement, comment le sujet de l'investissement durable et de la philanthropie est traité au niveau de Tethys ? Oui, bien sûr. Donc, déjà, juste pour commencer, donc nous, en fait, les choses sont vraiment séparées. C'est-à-dire que chez Tethys, on fait de l'investissement. C'est la partie amont, on va dire. Et sur la partie aval, toutes les activités philanthropiques de la famille sont vraiment ailleurs, et notamment sont exprimées au travers d'une fondation, qui est la fondation Bettencourt-Schweller. Et là, je dirais que vraiment, là, l'ESG/l'impact, c'est vraiment une fin en soi, et c'est vraiment le véhicule ESG et impact par essence de la famille. Si je reviens à côté Tethys, pour nous, l'ESG, en fait, c'est un moyen. C'est un moyen de répondre aux deux critères que je vous disais tout à l'heure. 1, faire de la perf. 2, faire de la perf, mais de façon robuste, consistante. Sur le premier volet, effectivement, on est amené à investir sur des thématiques autour de l'ESG. Donc, typiquement, on va pouvoir investir dans les acteurs de la transition énergétique. On peut investir, par exemple, dans les matières premières, les métaux qui sont indispensables aussi à la transition énergétique. Est-ce que je fais de l'ESG en disant ça ? Oui, sûrement. En fait, je fais surtout une thématique qui, à la fin, à mon avis, va me ramener de la performance, quoi. Sur le volet plus, on va dire, gestion des risques, c'est évident que maintenant l'ESG est devenu un outil qui est incontournable. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais là encore, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, un outil comme un autre. Et nous, on s'assure en fait que nos gérants utilisent ces outils et que même quand on fait nos investissements directs, on maîtrise bien ces enjeux et l'impact que ça peut avoir. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'inscrit chez nous. Ouais. Effectivement, c'est le type d'approche que je vois souvent chez les familles. C'est d'un côté la partie fondation dédiée à la philanthropie et la partie ESG, impact, avec une approche plus par le risque et par la perf, comme tu viens de l'expliquer. Alors, on va revenir un peu plus sur la partie financière et sur l'actualité. Et là, je vais m'adresser à toi, Richard. Tu supervises le patrimoine de plusieurs grandes familles. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que là, on a changé de monde dernièrement, quel est l'impact de la fin des taux bas sur les stratégies financières de tes clients ? Alors, sachant que tu m'as donné, je crois, 1 minute pour le faire. Voilà. Voilà. Donc, avec beaucoup de modestie, ça change tout dans toutes les classes d'actifs. Donc, on va pas revoir là ce soir les modifications sur l'ensemble de l'allocation des clients, mais je vais le faire à travers, si tu me le permets, 2 exemples, et 2 exemples seulement, au regard de l'immensité du sujet. Le premier élément, c'est un élément qu'utilisent beaucoup les familles et que fournissent moins désormais, ou le fournissent tout autant, mais les familles sont moins intéressées, les banques, c'est la question des découvertes de court terme et des financements de court terme. Donc typiquement, une des ressources qu'on peut trouver auprès d'une banque privée ou d'une banque de gestion de fortune, c'est des autorisations de découvert, des crédits lombards, des crédits in fine de quelques années. Et dans cet univers de taux bas, toutes ces familles ont bénéficié de sources de financement extrêmement peu coûteuses pour faire ce qu'elles avaient envie de faire. Investir dans des produits à faible rentabilité, acheter de l'immobilier, en se disant que ces crédits seraient sans cesse se renouveler. En tous les cas, il y a une source de financement extrêmement peu coûteuse. Bon, pour donner des ordres de grandeur, s'endetter à Euribor plus 80 points de base quand le contrat était mal ficelé, que l'Euribor était négatif, c'était pas mal. Il y en avait quand même peu, mais j'en ai vu. Puis des florets à 0, et ça restait pas catastrophique non plus. Cet univers-là, avec la remontée des taux courts et longs, a disparu. Et avec cette remontée des taux, les investissements corollaires de cette source de financement peu coûteuse ont aussi disparu. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et il est peut-être temporel, c'est intéressant de voir dans les mois qui viennent comment ça va se passer, c'est la question de la relation à l'immobilier. À la fois par rapport à la valeur et la résilience de la valeur immobilière dans un univers de taux plus élevé.
Parce que ce que l'on voit sur le marché parisien de l'immobilier locatif, c'est vraiment rien en baisse par rapport à ce qu'on a vu sur l'immobilier professionnel, quelles que soient les sous-classes d'actifs, hein, certaines ont mieux résisté que d'autres, mais toutes ont été emportées par la remontée des taux quand même, ça c'est le premier élément. Et il y a un sous-élément de cet immobilier qui échappe à cette remontée des taux, et on en a parlé tous les deux, et nos expériences se rejoignaient là-dessus. Donc on est très très serein, on est très mathématique dans tout, sauf le trophy asset. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, c'est vrai, sauf pour le chalet à Courchevel. Ça, on est quand même prêt à le financer, mal, c'est pas grave, parce qu'il faut quand même se faire plaisir. Voilà, c'est la période en plus, donc on a le sujet en ce moment, effectivement. Et toi, Stéphane, c'est quoi les principales préoccupations de tes clients famille en ce moment ? C'est un peu la consolidation de tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance sur ce qu'on appelle le listé, sur le côté, qui a fait l'émergence bien sûr du non-coté, du private equity, notamment de l'immobilier en France. C'est assez incontournable. Et sur le côté, ça a entraîné une sophistication de ce qu'on peut être amené à proposer. Parce que c'est ce que je disais, dire à un client, vous avez fait moins 10 et les marchés ont fait moins 20, c'est quand même plus difficile à entendre, surtout avec nos amis MFO qui nous challengent beaucoup. Donc on avait aussi un déplacement de ce qu'on appelle la gestion discrétionnaire vers la gestion conseillée. C'est plus compliqué pour un client de donner un mandat de gestion, parce que là aussi, c'est quand même si on essaye de faire du sophistiqué, c'est quand même, on rentre un peu dans des cases, parce que la réglementation est telle qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. Donc on voit, en résumé, un développement ces dernières années, et encore maintenant, de gestion conseillée, où on arrive à faire des choses plus sophistiquées, dont les clients sont plus intéressés pour essayer, pas forcément d'aller chercher des performances astronomiques, mais sur des ventes d'entreprises, par exemple, ils veulent arriver à avoir un capital qui est assez constant et ne plus subir ces grandes montagnes russes. Donc, le non-coté, on en a parlé, extrêmement développé. Alors là encore aussi, nous on baigne dedans avec une famille justement où il y a le family office à l'interne et qui donne accès à nos clients sur les deals qu'ils font. Le listé, il faut arriver à trouver maintenant des choses un peu plus sexy. Et bon, l'immobilier, c'est ce que disait, je suis d'accord avec Richard, le trophy asset, ça c'est toujours en haut de l'affiche. Mais par contre, ce qui est intéressant maintenant sur de l'immobilier, c'est de vraiment faire les calculs avec les clients sur le caractère rentable d'une opération, parce qu'avant c'était open bar, finalement on prêtait à zéro, donc maintenant c'est beaucoup plus calculatoire pour savoir la pertinence des investissements immobiliers. Merci Stéphane. Alors comme on a pu le voir, les single family office et tous les family officers sont des investisseurs plutôt agiles qui savent saisir des opportunités. Donc Clément, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les opportunités identifiées par Tétis en ce moment ? Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Alors je peux pas tout vous dire, mais... Donc non, mais alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que des opportunités, si on cherche bien, il y en a toujours en fait. L'univers des possibles, je pense, quand on est dans une structure comme la mienne, il est infini en fait, il y a toujours plein de choses à regarder. Une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que nous, depuis plusieurs mois, on a beaucoup regardé l'univers de la dette privée, qui effectivement est redevenu très très intéressant selon nous. C'est une classe d'actifs qui a effectivement qui a taux variable et qui a donc profité directement de la remontée des taux. Et donc aujourd'hui, en fait, en faisant vraiment des choses très défensives dans cet univers-là, on peut être capable de générer du 8-9 net sans trop de problèmes. Donc ça, c'est vraiment un univers qu'on a redécouvert à la fois en Europe et aux US. L'autre chose, effectivement, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, c'est tout ce qui est stratégie alternative liquide, cette fois. Pour dire le gros mot, les hedge funds. Donc là, c'est vrai que c'est pareil, c'est-à-dire que c'est assez intéressant si vous regardez la performance moyenne des gérants disponibles en Europe sous format UCITS, la performance est mauvaise, il faut le dire, elle est très très décevante. Par contre, si vous êtes capable d'aller chercher justement des gérants offshore qui ont des stratégies qui ne sont pas disponibles en fait sous format UCITS, qui souvent sont fermées, en fait, n'ont pas besoin de votre capital, et donc à fortiori, ils ne vont pas lancer du UCITS. Là, on est capable d'aller vraiment découvrir des stratégies très très intéressantes. Et nous, dans ce book-là, en fait, à la fin, on va être capable de délivrer un produit de performance qui est très attractif, qui est comparable à un niveau de rendement action. Et en plus de ça, qui va être complètement décorrélé en fait, de ce qui se passe sur les marchés actions ou crédits. Donc ça, c'est un book sur lequel on travaille toujours. Et en fait, on découvre sans cesse de nouvelles pépites, de nouvelles stratégies qui se lancent. Donc très intéressant. Et peut-être pour en dire
Pour être un peu plus concret peut-être sur un nouvel univers qu'on a balayé récemment, c'est l'univers de la crypto. Alors la crypto, ça peut faire peur, ça peut faire jaser. Bon là, ça tombe bien, je crois qu'aujourd'hui, on a atteint le plus haut historique sur le Bitcoin. En tout cas, en fait, nous, on n'investit pas du tout en long only sur les cryptos. C'est beaucoup trop volatile, c'est à mon avis beaucoup trop tôt. En revanche, il y a tout un tas de stratégies alternatives de hedge funds qui, en fait, profitent de l'inefficience de ces marchés qui sont encore très jeunes, très volatiles, qui, en fait, à travers des stratégies d'arbitrage notamment, réussissent à délivrer des performances extraordinaires et complètement décorrélées en fait, de la crypto en tant que telle. Donc là, voilà, pareil, ça c'est ce genre de sujet sur lequel on peut être amené à travailler. Voilà, là, on reconnaît bien la curiosité et le côté un peu innovant des familles, même sur les cryptoactifs, qui est un sujet dont on parle beaucoup. Alors, pour conclure, le défi des family office, finalement, c'est d'arriver à combiner la tradition, ce côté passage de relais, la vision long terme, avec quand même cette nécessité d'innover et de se réinventer. Et donc, je vais laisser le mot de la fin à Bianca. Toi, en tant que next-gen, comment faire face à ce défi de combiner la tradition et l'innovation ? Alors, je pense qu'il y a 3 choses qui sont essentielles. La première, c'est vraiment de s'inscrire dans une vision de long terme et vraiment éviter les questions de pouvoir de court terme. La deuxième, c'est vraiment assurer une création de valeur à la fois à l'échelle collective au sein du family office, mais aussi individuelle, tout en préservant une certaine autonomie financière afin d'éviter que l'esprit de corps ne se brise et que l'individualisme ne prédomine. Et pour finir, je dirais que finalement, les différentes générations au sein du family office sont une richesse à la fois technique et relationnelle, mais il faut quand même se rappeler que souvent, les problèmes rencontrés sont souvent de nature humaine avant d'être purement techniques. Merci Bianca.